Dis-moi ce que tu veux, je te le donne. Je veux bien que tu me passes le sac noir, là, s'il te plaît. Sac noir, ok. Voilà. Et voilà. Merci. Jean-Bernard et Sylvie s'apprêtent à retourner sur les traces de leur passé. Ça peut être trop chaud? Trop chaud? Non, je pense pas. Non, je pense que c'est adapté pour les températures qu'on va avoir. Frères et sœurs, ils s'envolent pour la Réunion, leur île natale qu'ils ont quittée à l'âge de 4 et 5 ans pour être adoptés en métropole. Sylvie, 49 ans, y est retournée 3 fois. Mais pour Jean-Bernard, 50 ans, c'est une première. Il va rencontrer ses autres frères et sœurs biologiques. Donc, Vous êtes impatient, vous, Jean-Bernard? C'est pas de l'impatience, c'est pas de l'impatience. Au contraire, moi, c'est une découverte, c'est une aventure. Moi. Je ne suis jamais allé, donc je ne sais pas où je vais, en fait. Pour l'instant, il y a quelques que je connais, moi. Vous réalisez pas encore? Non. En toute honnêteté, non. Dans leur boîte, aucune photo de la Réunion. Leur premier souvenir remonte à 1971, quand ils arrivent tous les deux en Bretagne chez leurs parents adoptifs. Ça, c'est le premier Noël de 71. et c'est celle-là. Dans leur commune d'Ille-et-Vilaine, de 3000 habitants, les deux Réunionnais sont l'attraction. On était les seuls noirs du coin. Donc, c'était une histoire un petit peu hors du commun pour l'époque, dans les années 70. Voilà. Après le lycée, elle devient aide à domicile. Lui travaille dans l'hôtellerie. Sylvie et Jean-Bernard ont toujours grandi dans l'idée qu'ils avaient été abandonnés à la naissance. Jusqu'au jour où Sylvie, à l'âge de 31 ans, découvre qu'il y a peut-être une autre version de leur histoire. Lorsque je suis retournée à La Réunion pour la première fois, je suis allée à la DAS et je voulais demander mon dossier ou des informations me concernant. Et là, la personne qui m'a reçue m'a dit que ma mère ne m'avait jamais abandonnée. Jean-Bernard et Sylvie sont-ils des enfants volés? Ont-ils été abandonnés sans l'accord de leurs parents biologiques? Ils pourraient faire partie des centaines d'enfants victimes d'un scandale d'État qui a duré plus de 20 ans. Au début des années 60, à La Réunion, la pauvreté est extrême. Il naît ici 12 000 enfants par an, presque 30 par jour. Un des taux de natalité les plus forts du monde. Pour régler cette explosion démographique, Michel Debré, député de Lille, décide d'envoyer des enfants réunionnais confiés à la DAS en métropole. Ils repeupleront des départements en proie à l'exode rural. Comme un tiers sont envoyés dans la Creuse, on les surnommera les enfants de la Creuse. Entre 1963 et 1981, 2150 enfants réunionnais sont concernés. Seulement tous n'auraient pas été abandonnés par leurs parents. Les services sociaux auraient forcé la main aux familles vulnérables et défavorisées. L'affaire n'a été révélée qu'au début des années 2000. Depuis, de plus en plus d'enfants de la Creuse prennent un billet retour vers leur île natale, là où tout a commencé. Ah, ça y est, il y a un petit morceau, ça arrive. Terre, terre. Pour Jean-Bernard, le but du voyage est bien sûr de découvrir cette terre où il a vécu les 5 premières années de sa vie, de rencontrer ses frères et sœurs, mais surtout de faire la lumière sur son étrange abandon. Ça y est, on est arrivé. On vient de poser les roues dessus. Waouh. Pendant longtemps, il n'a pas voulu s'intéresser à son histoire. C'est sa sœur Sylvie qui a retrouvé leur famille biologique. Elle est d'ailleurs arrivée 2 jours plus tôt et fait partie du comité d'accueil. Il a vu en premier. Oui, waouh. Salut. Sa belle-sœur est la première à briser la glace. Oui. Ah, bonjour, c'est Josie. Oui, c'est Josie. Josie, d'accord, ok. Donc là, c'est Pascaline. Voilà, ok. Pascaline, Bienvenue chez toi. Ok. sa petite sœur de 47 ans. Alors, et ça, c'est le fameux Henri. Voilà. Son grand frère de 57 ans. Allez, chaud, c'est bon. Ok.
Ah bah du dedans. On a le même. Par contre, vous voyez plus grand. Ça va, t'es pas trop déçu? Non, Oui. finalement. Comme à son habitude, Jean-Bernard utilise l'humour pour masquer son émotion. Et t'inquiète, on est grand par le cœur. Ah mais... Et par une grande bouche aussi. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. C'est familier, ça. Peut-être ça réveille Ça m'est quelque pas chose étrange, en toi. voilà, ça m'est pas étrange. Voilà. Les parents biologiques de Sylvie et Jean-Bernard sont morts il y a plus de 25 ans. Une Clio, ça L'un va. et l'autre comptent sur leurs frères et sœurs pour leur raconter l'histoire familiale et peut-être les éclairer sur les conditions de leur abandon. Henri est en fait son Alors, demi-frère. C'est ça ton home sweet home? Eh ben c'est cool, c'est ça. Il a le même père que Jean-Bernard et Sylvie. Tu vas essayer de s'asseoir, non? Bah oui, vas-y. Hein. Tu sais, papa, il faisait pas beaucoup de photos, mais j'en ai quand même une vieille. D'accord. Là-dessus, tu as vraiment sa tête, quoi. C'est la première fois que Jean-Bernard découvre le visage de son père, Félicien. Ça craint, moi. Là, avec ta casquette, ça m'a fait tout drôle, hein, quand je t'ai vu sortir de... Je t'attendais, toi, mais je m'attendais pas à voir mon père arriver. Voilà. La mère de Jean-Bernard et de Sylvie était la maîtresse de Félicien. On leur a toujours dit qu'elle les avait abandonnés dès la naissance. Bon appétit, mon frère. Ouais, bah merci. Mais lors de ses dernières recherches, Sylvie a découvert qu'en réalité, il n'avait été placé à la pouponnière de Saint-Denis qu'à l'âge de 2 et 3 ans. Je dirais même plus, parce que ça peut paraître étrange. Mon cri, quoi, c'est de me dire, mais merde, pendant 50 ans, en fait, je me suis construit sur un mensonge. Et c'est là où j'en veux à quelqu'un ou à quelque chose. C'est que là, je me dis, hé, là, on t'a pris pour un couillon pendant 50 ans, quoi. On t'a fait croire quelque chose qui n'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai, quoi, maintenant, là? Regardons les choses en face, mettons les dossiers à plat, et regardons ce qui se passe. Pour obtenir des réponses, Jean-Bernard a pris rendez-vous au Conseil général de Saint-Denis. Il souhaite retrouver son dossier personnel. Il est reçu par la directrice adjointe. Monsieur Pranzine, enchanté. Également à ses côtés, la directrice de l'aide sociale à l'enfance et un ancien enfant de la Creuse, Jean-Philippe, revenu s'installer à La Réunion il y a 30 ans. Il préside une association qui aide les exilés à retrouver leurs racines. Ce moment aujourd'hui, il est important pour que vous puissiez nous donner, je vais presque dire, les bonnes informations pour que les recherches puissent se faire au plus vite. Voilà. La principale question qui les préoccupe, vont-ils pouvoir trouver dans leur dossier la preuve de leur abandon ? Au départ, parce que... Normalement, il y avait une décision donc des parents. Il y a toujours en fait un papier manuscrit signé par les parents où en fait il y avait beaucoup d'illettrisme à l'époque, ou alors c'était le pouce qui était apposé sur le document officiel. En 1998, il m'a été dit que ma maman n'a jamais signé d'acte d'abandon. Donc, je ne pense pas qu'il y avait automatiquement... je dis dans certains dossiers. Voilà. Voilà. Mais dans beaucoup de dossiers, là c'est le nôtre, mais dans beaucoup de dossiers, je pense que les parents... Il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu d'accord des parents. On sait maintenant qu'il y a eu dysfonctionnement dans ce domaine-là. Bon, le dysfonctionnement qu'on dit... Pour Jean-Philippe, qui a suivi une vingtaine de dossiers, les services sociaux voulaient envoyer le plus d'enfants possible en métropole, quitte à être laxiste sur les procédures. Nous sommes tous dans ce cas-là. Hein. Les enquêtes, ils étaient bâclées avant. C'est pas comme les assistants sociaux maintenant qui sont formés et tout. N'importe qui pouvait être assistant social avant et puis ils passaient, ils emmenaient à la pouponnière et puis point à la ligne, il y a des enfants qui demandaient à être adoptés. Mais on s'est appuyé sur ces enfants-là pour mettre tout le monde dans le même panier et pour pas qu'on s'aperçoive qu'on vole des enfants à La Réunion. L'administration leur a promis une réponse dans quelques jours. En attendant, Jean-Bernard et Sylvie vont tenter de retrouver le foyer où ils étaient placés avant leur départ en métropole. Ils savent seulement qu'il était géré par des bonnes sœurs. En sortant du conseil général, la chance leur sourit. Moi, les souvenirs que j'en ai sont de... Est-ce que vous connaissez anciennement la pouponnière de la Providence? Oui. Donc là, c'était quelle congrégation? Fille de Marie. J'ai travaillé là-bas. La religieuse les accompagne jusqu'au foyer où ils ont passé 2 ans de leur vie. Voilà. C'est le bâtiment blanc qui est là-bas? D'accord. C'est ça, le bâtiment. Aujourd'hui, l'endroit abrite un centre spirituel
Mais la congrégation des sœurs existe toujours. Il y avait... C'est moi, ma soeur. Oui. Il n'y avait pas une grande cour là dehors où on était quand on jouait, quand on était dehors. Là, C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, oui. Oui, il y a une cour derrière. Vous vous en souvenez? Ouais. Tout à coup, ce passé enfoui depuis près de 50 ans ressurgit. Il y a une retraite. Alors peut-être, si qu'est-ce qu'il y a dans vos souvenirs? Il y a plein d'enfants. Il y a une grande cour derrière. On était en culotte, en t-shirt, en... Jean-Bernard a en tête un autre souvenir. Le nom de Sœur Maria, la religieuse qui s'occupait d'eux en 1969. Soyez miséricordieux. Hein. Il ne faut pas être plus miséricordieux que ça. Allez. La bonne sœur en charge de l'accueil de la congrégation vient à leur rencontre. Vous étiez à la pouponnière. Voilà, on était à la pouponnière. Et on se rappelle d'une Comme sœur... bébé. On était petits, oui. Et on se rappelle d'une sœur Maria qu'on aimait beaucoup. Et... Vous l'aimiez beaucoup. Peut-être quand c'est votre joie, c'est bien elle-même, là. C'est pas vrai. C'est vous? Vous vous souvenez de nous? Vous vous souvenez de nous? Ben peut-être, mais c'est loin. Parce que vous étiez justement notre déesse à nous. Sœur Maria a 74 ans aujourd'hui. Elle a travaillé à la pouponnière entre 1962 et 1982. Bonjour. Bonjour, sœur. Elle s'est occupée de 190 enfants. Les nouveaux entrants franchissaient cette porte avant d'être conduits au foyer. Leur avenir ne dépendait pas des sœurs, qui ne faisaient qu'exécuter les ordres de la DAS. Les enfants de la Croix, pour moi, c'était un arrache-cœur. Un arrache-cœur, les enfants quittaient, partir aussi loin, et loin de tout. Vous ne saviez pas qu'ils allaient en métropole, ces enfants? Non. On savait qu'ils devaient quitter La Réunion avec du linge chaud, parce qu'il fallait partir d'un endroit froid, mais où ils partaient. On n'avait pas, si vous voulez, ce temps-là, même pas dire aux enfants, écoute, demain tu vas partir, prépare-toi à quitter la pouponnière. Non. Vous ne le saviez pas? Non. Mais quand ils partaient, il y avait toujours d'autres qui venaient. Il y avait tout le temps. Ça remplissait, ça désemplissait, tout le temps. Sylvie et Jean-Bernard avancent dans leur histoire. Pour d'autres, ce n'est que le début des recherches. Ce soir, Jean-Bernard, avec un autre exilé, est l'invité du journal télévisé le plus regardé de l'île. Des enfants de la Creuse qui veulent faire la lumière sur leur histoire, ça fait la une des journaux dans le département. 5, 4, 3, 2, 1, top géant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h sur Antenne. Ils sont de retour à La Réunion. Jean-Thierry Chéroux et Jean-Bernard Pranville, deux enfants. Aux côtés de Jean-Bernard, Jean-Thierry, 56 ans. Il a été adopté dans le Gers en 1967 avec ses deux sœurs et vit aujourd'hui à Toulouse. Qu'est-ce que ça fait de revenir à La Réunion? Vous êtes tous les deux partis très jeunes, à l'âge de 5 et 7 ans. Ce que ça fait, c'est beaucoup d'émotions. Son histoire est similaire à celle de Jean-Bernard, sauf que lui n'a toujours pas retrouvé sa famille. Ma sœur y est retournée il y a quelques années et m'a dit que nous avions toujours une famille ici. Ma mère, entre autres, qui s'appelle, si je me souviens bien, Marie-Thérèse Galmard, et un demi-frère, Johnny Galmard, qui habite à Belmaine, dans les Hauts-de-Saint-Paul. Si des personnes les connaissent, j'aimerais bien que le message soit transmis. Si elles veulent se manifester, ça me ferait... Vous leur lancez un appel ce soir? Je leur lance un appel ce soir. Peut-être que cette famille nous regarde actuellement. Merci beaucoup Jean-Bernard Pranville et Jean-Thierry Chéroux d'avoir accepté de répondre à nos questions. Tu la connaissais ici? La mère j'avais fait, donc, et j'avais à la limite presque interviewé. Oui. Pardon Jean-Thierry, je dois vous donner une petite nouvelle. On a reçu un appel d'une dame. Vous avez le numéro de téléphone. Je vous promets rien. La femme s'est présentée comme une cousine de Jean-Thierry. Bon, ben, il ne reste plus qu'à appeler, là. Je vais voir. Allô? Allô, oui. Georgette Boyer? Oui?
Oui, c'est Jean-Thierry Chéroux à l'appareil. Thierry Avros. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez vu le reportage à la télé? Bah, j'ai vu, ouais, le reportage à la télé, et quand vous avez donné les noms, ça m'a donné des frissons. Ouais, moi aussi après. À l'autre bout du fil, Georgette ne connaissait pas l'existence de Jean-Thierry avant ce soir. Mais elle a bien connu sa mère, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, c'est votre tante? Voilà, oui. D'accord. Oui, et vous savez qu'elle a habité longtemps en métropole? Ah oui? Où ça? Oui, elle a habité à Nanterre. C'est pas vrai. Elle a habité à Nanterre pendant des années. Bon, et malheureusement, Tata, elle est décédée. Ah, elle est décédée, d'accord. Ouais. Et on l'a rapatriée, elle devait rentrer à La Réunion, et donc malheureusement, elle a eu un accident en métropole. Donc voilà. Donc, sa mère est morte il y a 6 ans, à l'âge de 74 ans. À très très bientôt. À très bientôt, bisous. Bisous, ciao. Ciao. Jean-Thierry accuse le coup. Ma mère, je ne me souvenais pas de son visage. Je n'avais pas ni de ses yeux, ni de son odeur. La mère de Jean-Thierry a été enterrée au cimetière de la Possession à La Réunion. Quelques jours plus tard, la cousine Georgette et sa mère accompagnent Jean-Thierry jusqu'à sa tombe. Oui, c'est là. C'est là où repose ta mère, son frère et ma tante. Je voulais le revoir en temps vivant, tu l'as pas vu. Aujourd'hui, on... En fait, c'est pas grave que je l'ai pas vu. C'est pas... Je pense pas que ce soit le plus important. Ça aurait été mieux qu'on se voit. Ouais. On te présente aujourd'hui. À sa famille, la mère de Jean-Thierry n'avait jamais parlé de ses 3 enfants exilés. Elle a peut-être rien dit, mais vivre avec un tel secret, je pense qu'elle a dû énormément souffrir. Jean-Thierry devra se contenter de ces quelques mots. Son dossier de la DAS est quasiment vide. La plupart des papiers qu'il contenait ont été égarés. De son côté, Jean-Bernard est en passe de rassembler les dernières pièces de son puzzle. L'aide sociale à l'enfance a retrouvé son dossier en 2 jours. Il le découvre avec Sylvie. Oui, c'est la même démarche. Vous voulez regarder? Alors, voilà. Vous n'avez pas vu ces photos lors de la consultation? Il contient une photo d'eux prise à La Réunion, l'unique image sur l'île avant leur adoption. Dans ce dossier, Jean-Bernard et Sylvie découvrent aussi une description peu élogieuse de leur maman, Adrienne. Les services sociaux la qualifient de débile et très instable. Ses enfants lui sont retirés sans qu'elle ait son mot à dire. Ils sont confiés à la DAS, temporairement. Et elle a signé quelque chose? Je vois l'arrêté, mais dans le dossier, je n'ai aucun papier. 1 an et demi plus tard, un tribunal les déclare abandonnés, constatant qu'Adrienne, leur mère, n'est jamais venue les voir au foyer. Il est précisé que madame a disparu de la circulation depuis plusieurs mois, soit chez les Mais pour tiers, Sylvie, soit c'est un mensonge. Quand j'ai consulté mon dossier en 2015, il y avait un papier écrit, je ne sais pas si la dernière fois on en a parlé, et sur ce papier il était écrit que ma maman biologique est venue nous voir à la pouponnière et qu'on lui a refusé de nous voir parce qu'elle ne travaillait pas. Aujourd'hui, plus aucune trace de ce papier. On a tous des manquements énormes, des choses, des falsifications, des mensonges, voilà, tous les dossiers sont pareils. Alors, évidemment, le dossier qui concerne le post-adoption, là, à partir de 71, là, les choses sont carrées bizarrement. Avant, c'est vide.
il nous manque des papiers importants pour justifier que Adrienne a abandonné ses enfants. Bah tiens, bizarrement, il n'est pas dedans. Qu'on me prouve, moi. Qu'on arrête de faire passer la mère pour ce qu'elle n'était pas. La mère de Sylvie n'est plus là pour se défendre. Mais une autre maman accuse les services sociaux de l'époque. Angela, 80 ans, est mère de 6 enfants. 3 d'entre eux sont partis en métropole en 1966. Elle n'a jamais su où. Aidée par sa petite fille Magali, elle les cherche encore. Angela faisait partie de ces mères de famille nombreuses et défavorisées. Femme de ménage, seule, elle ne pouvait pas faire garder les 3 plus petits qui n'allaient pas encore à l'école. Alors elle s'est tournée vers une assistante sociale. Il m'a dit, ben, vous avez qu'à les abandonner, on va les prendre là où... Ben, j'ai dit, comment ça se fait quand on les abandonne? Il dit, oh, ne vous inquiétez pas, ils auront tout ce qu'il leur faut, ils vont manger à leur faim, hein, du moment que vous signez. Elle m'a dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Elle m'a mis une feuille sous le nez, elle m'a dit, vous mettez votre signature à votre nom, et puis voilà. Vous saviez ce que ça voulait dire, abandon? Ah ben, pas du tout. Pour elle, elle pensait certainement que ça devait être un placement provisoire et qu'elle pourrait, le temps qu'elle se remette sur pied, oui, pouvoir... revoir mes enfants. C'est ça, pouvoir aller les voir régulièrement, qui seraient placés en foyer. Ça, voilà, elle explique bien qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire le mot abandon. Elle ne savait pas. Personne ne lui a expliqué qu'en signant ce papier, ses enfants, Martine, Nicole et Johnny, seraient adoptés par une autre famille. En tant que mère, elle n'a pas accès au dossier de ses enfants conservés aux archives départementales. On a simplement accepté il y a 2 jours de lui remettre un courrier écrit il y a plus de 15 ans. Une lettre de Martine, l'aînée de ses enfants exilés. Tous les jours, j'ouvre l'enveloppe, je regarde. Martine recherchait sa famille biologique. J'ai été adoptée en 1970 avec ma sœur cadette par les mêmes parents adoptifs. À l'âge de 36 ans, j'ai eu le désir de connaître tout de mes premières années de vie sous le nom de Ange Savrimoutou. Mes parents biologiques, mes frères et sœurs que je ne connaissais pas, les conditions de mon abandon. Voilà, j'attends de vos nouvelles, ou celles des uns ou des autres. Depuis, Martine a déménagé et ses coordonnées ont changé. Mais il y a son nom de famille. Un indice qui permettra peut-être à Angela de la retrouver un jour. Si elle me dit maman, alors... Ce sera le plus beau jour de ma vie, hein. Mais j'espère bien que, avant que je meure, que j'aurai le bonheur de la voir. Et si Nicole, elle est avec, et si j'ai la trace de mon petit Johnny, il savait encore à peine parler, ce petit. Depuis février dernier, une commission d'enquête sous tutelle du ministère de l'Outre-mer est chargée de faire toute la lumière sur l'histoire des Réunionnais de la Creuse. Ça va, il n'y a pas trop de monde, on peut traverser tranquille. C'est la première fois qu'ils reviennent dans leur pays natal, l'Éthiopie. Vincent et ses sœurs, Élise et Amélie, ont été adoptés par un couple français, il y a 19 ans. Ah, tu vois, des petites statuettes et tout. En fait, il faut pour prendre des petits cadeaux. On prend pour papa et maman les deux, enfin juste l'éléphant. Ils sont arrivés en France à l'âge de 4, 5 et 6 ans. Les petits ici sont moins oppressants, enfin ils mendient moins. Une jeunesse en Bretagne, loin du quotidien des enfants des rues d'Addis Abeba. C'est vrai qu'ici, on voit que dès qu'ils trouvent quelque chose, un petit déchet par terre, ils le mangent. Et voir autant d'enfants, en fait, ça met une claque. J'aurais pu être à leur place, j'aurais pu imaginer totalement avoir peut-être cette vie mendier. Moi, ça m'a mis une claque, en tout cas. Pendant 2-3 jours, j'étais pas très bien.
Vincent et ses sœurs auraient pu avoir cette vie, car ils n'auraient jamais dû quitter leur pays d'origine. En Éthiopie, seuls les enfants orphelins pouvaient être adoptés. Or, leur père, à l'époque, était bien vivant. Ils l'ont appris il y a seulement 1 an. Comment tu te sens? Ça monte. Leur père est aujourd'hui décédé, mais au cours de ce voyage, Amélie, Élise et Vincent ont retrouvé leurs 2 sœurs biologiques. Un événement qu'ils ont filmé eux-mêmes. Ils ne s'étaient pas vus depuis 19 ans. My sisters. You are my sisters. Ah. Ouais, message, my sisters. Comme Vincent et ses sœurs, ces dernières années, plus d'une 50aine d'enfants adoptés en Éthiopie ont retrouvé leur famille biologique, parfois même leurs parents, alors qu'ils étaient persuadés d'être orphelins. Au cœur de ce qui pourrait être une affaire d'adoption illégale, les services sociaux éthiopiens et peut-être une association française, les Enfants de Reine de Miséricorde. Des dizaines d'entre eux auraient été adoptés sans le consentement de leurs parents. Des adoptions aux conséquences dévastatrices sur les familles biologiques, adoptives, et sur les enfants eux-mêmes. Adoptée il y a 28 ans, Mélissa sait aujourd'hui qu'elle a construit toute la première partie de sa vie sur un mensonge. Gérante d'un restaurant, elle vit aujourd'hui à Bilbao, en Espagne. Dès sa majorité, elle a voulu s'éloigner de la France et de sa famille adoptive. Je me suis sentie mieux à l'étranger que nulle part ailleurs, en fait. Et c'est peut-être la raison pourquoi je ne rentrerai pas en France. J'ai un peu ce sentiment, je pense qu'il est resté un peu à l'intérieur de moi, ce sentiment que peut-être que la France m'a fait du mal inconsciemment, mais ça m'a fait du mal. J'ai toujours je sais pas, ça reste en moi. Mélissa n'a que 3 ans lorsqu'elle débarque à l'aéroport à Paris, en 1993. Elle a conservé la vidéo de sa rencontre avec ses parents adoptifs. Ils sont tous... J'ai juste très peur, je pense. C'est beaucoup de personnes que je connais pas, ils sont tous blancs. Mélissa ne se souvient pas qu'on lui ait expliqué qu'elle allait être élevée par une famille en France. Le déracinement est total. Je comprends rien. Je me sens mal pour eux. Enfin, ma famille adoptive, ils sont tout émus. Mais moi, je sais très bien que je comprends pas ce qui est en train de se passer. Là, on est en train de m'enlever à mes amis, à la seule chose que je connais. Je pense que ça vient juste de... Je commence à avoir peur. C'est le premier jour du reste de sa vie. Mélissa grandit dans un village en Normandie. Sa mère est enseignante, son père est comptable. Ils ont déjà 2 garçons biologiques. C'est la petite dernière de la famille. L'association leur a assuré que Mélissa avait perdu sa mère dès sa naissance et qu'elle n'avait plus aucune famille en Éthiopie. Moi, ce qu'on me racontait, voilà, c'était des histoires comme quoi on m'avait retrouvée dans un camp réfugié en Éthiopie, à Addis Abeba.
que mon père, du jour au lendemain, avait disparu et qu'il était mort, et que je m'étais retrouvée à mendier dans la rue. Et puis qu'on m'avait retrouvée dans la rue mendier, donc on m'avait mis en orphelinat pour l'adoption. Ça, c'est l'histoire, mon histoire qu'on m'a racontée toute ma vie. Mais je ne me sentais pas du tout connectée avec l'histoire qu'on me donnait. Parce que j'y croyais pas. Parce que je ressentais rien. Vraiment rien. En grandissant, Mélissa se révèle une adolescente difficile avec ses parents. Elle part s'installer dès sa majorité en Angleterre, puis en Australie. En 2016, alors qu'elle a 28 ans, sa vie bascule. Des membres de sa famille biologique, qui la cherchent depuis plus de 15 ans, la contactent sur les réseaux sociaux. Ils lui envoient une photo et lui annoncent que sa mère est vivante. J'y ai cru, dès la première seconde. Je me suis vue, en fait, c'est la première fois de ma vie que je me reconnaissais dans quelqu'un. Je reconnaissais les traits, le nez, je me reconnais chez elle. Et ça, c'était un rêve d'enfant, de pouvoir ressembler à quelqu'un. Ça, c'était... Je pense que c'était plus ça, de voir que finalement, je ressemblais, et en plus, je ressemblais à ma mère. Mélissa décide alors de partir en Éthiopie, contre l'avis de sa mère adoptive, convaincue qu'il s'agit d'une arnaque. Elle préfère témoigner anonymement, car elle travaille au contact du public. À l'époque, elle a toute confiance en l'association et n'arrive pas à remettre en question la version qui lui a toujours été livrée. Mélissa, dans son euphorie, dans son excitation, dans sa colère, s'était dit que j'allais lui dire mais oui, ma chérie, c'est très bien, t'as des parents, super, on y va, viens, on y va ensemble. Mais moi, j'étais incapable d'accepter, d'entendre que, avec toutes les précautions qu'on avait prises et toutes les démarches faites, qu'on s'était fait rouler depuis le début et qu'on avait vécu tout ça en partant sur de mauvaises bases, de mauvaises informations. Notre histoire à nous, c'était notre Mélissa qui était arrivée parce que ses parents étaient morts. C'était ça, notre histoire. En Éthiopie, Mélissa rencontre sa mère, mais aussi son père biologique, et découvre qu'elle a même une grande sœur et 5 demi-frères. À son retour, Mélissa et sa mère adoptive ne se parlent plus. Elles n'auront plus aucun contact pendant 6 ans. Je me suis dit, Mélissa, elle n'est pas en capacité de gérer deux familles en même temps. Il faut qu'elle fasse son chemin, qu'elle avance, et d'avoir 2 mamans, 2 papas, c'est pas facile. Et puis je me suis dit que peut-être j'étais plus sa mère, du fait qu'elle avait retrouvé sa maman biologique et son père biologique, peut-être on n'était plus ses parents. Je me disais, après tout, c'est plus facile pour elle de tirer un trait sur moi, et voilà. En Éthiopie, Mélissa a découvert enfin sa véritable histoire. Elle n'a jamais vécu dans un camp de réfugiés, mais dans la capitale, à Addis Abeba, dans cette maison à quelques kilomètres du foyer pour enfants, où elle a été placée. Chiwai, sa mère biologique, y vit toujours. Au moment de l'adoption de Mélissa, la famille était très pauvre. Voici la chambre. C'est là où je range mes affaires. Et là, c'est le salon. À l'époque, c'est la seule pièce de la maison. Chiwai travaille alors en tant que femme de ménage dans les Émirats. Mélissa, sa sœur et ses frères, dont Binyam, sont gardés par leur grand-mère. C'est elle qui décide de placer Mélissa afin qu'elle soit scolarisée. Elle avait à l'époque rédigé ce courrier pour son admission.
Ma grand-mère a écrit ici « Je n'ai pas les moyens d'envoyer ma petite fille étudier à l'école. Son père ne nous aide pas et sa mère, employée de maison à temps plein, ne peut pas s'occuper d'elle. » Dans cette lettre envoyée à l'administration éthiopienne, la grand-mère a joint 3 témoignages qui confirment que ce qu'elle dit est vrai. Mélissa est placée. Quelques mois plus tard, les responsables du foyer auraient proposé de l'envoyer faire ses études à l'étranger. Ils auraient assuré que la famille recevrait chaque mois des nouvelles. Mais aussi que Mélissa reviendrait à sa majorité. On a reçu cette photo quelques mois après son départ. Et ensuite, on n'a plus aucune nouvelle. J'étais dévastée de chagrin. J'ai beaucoup prié. Mais je n'ai pas protesté. Je ne voyais pas ce que ça aurait pu changer. Je n'avais aucun moyen d'aller en Europe pour récupérer ma fille. Et en plus, on avait donné notre accord pour qu'elle parte. Binyam a réussi à se procurer un formulaire provenant du foyer où Mélissa a été placée. Sur ce document, les parents de la petite fille sont officiellement considérés comme disparus. Le père est mort et on ne sait pas si la mère est vivante ou morte. Personne ne sait où elle se trouve. Il est là le problème. C'est à cause de cette fausse information que Mélissa a disparu de nos vies pendant si longtemps. Pourquoi les services sociaux éthiopiens auraient-ils trompé la famille de Mélissa et dans quel but? L'association française pouvait-elle ignorer leurs agissements? Les enfants de Reine de Miséricorde est l'œuvre d'un enseignant, Gilbert Bayon, et de sa femme. Fervents catholiques, ils ont déjà 3 enfants quand ils adoptent une petite fille éthiopienne. Pour venir en aide à d'autres parents souhaitant faire comme eux, ils créent en 1990 un organisme d'adoption autorisé par le ministère des Affaires étrangères français. Gilbert Bayon se rend 3 à 4 fois par an sur place. Les futurs parents versent 5 à 7 000 € pour financer les procédures d'adoption. Selon l'association, Gilbert Bayon serait aujourd'hui en mauvaise santé et dans l'incapacité de répondre à nos questions. C'est le nouveau président, François Vivier, qui nous reçoit à son domicile. D'après lui, ce n'était pas à l'association de contrôler si les enfants étaient bien orphelins. Ce sont les services sociaux éthiopiens qui sont seuls à décider, à enquêter et à décider si un enfant est considéré comme adoptable ou pas adoptable. Plusieurs familles adoptives auraient pourtant alerté l'association dès le début des années 90. Leurs enfants affirmaient que leurs parents biologiques étaient vivants. Il a pu se faire que des familles téléphonent et que nous ayons fait, on va dire, des réponses peut-être un peu maladroites, parce qu'on avait des dossiers officiels avec plein de tampons, si je puis dire, qui disaient que ces enfants étaient orphelins, quoi. Et on disait aux parents, ben, écoutez, vous nous dites que les parents sont vivants, mais voilà, pour nous, ils sont décédés. C'est vrai que... c'est peut-être... Il faut quand même comprendre que ça a dû être quelques coups de téléphone étalés sur quand même une dizaine d'années, hein. Les services sociaux éthiopiens ont refusé nos demandes d'interview. Quant à l'association, a-t-elle juste manqué de vigilance ou a-t-elle au contraire sciemment fermé les yeux? Cette jeune Toulousaine en est convaincue. Quand elle est adoptée en 1993 à l'âge de 9 ans, Saba a le souvenir clair de ses parents et de ses frères et sœurs. Alors qu'elle ne parle que l'amharique, la langue éthiopienne, elle fait comprendre à ses parents adoptifs qu'elle n'est pas orpheline. Pour échanger avec moi, en fait, ils avaient quelques feuilles en fait, de vocabulaire en amharique pour entamer une discussion, parce qu'on n'avait pas le même langage. Ils m'ont expliqué en amharique, en fait, avec leur petit vocabulaire, qu'en fait, ils étaient mes parents.
Et là, du coup, j'ai dit, bah non, c'est pas possible. J'ai déjà mes parents. J'ai déjà mes parents. Et je dois rentrer chez moi. Directement, je dois rentrer chez moi. Mes parents adoptifs ont appelé l'association pour leur dire qu'en fait, il y avait un souci, que je disais que je n'étais pas orpheline. L'association a répondu clairement que j'étais perturbée, que j'étais orpheline, que clairement j'avais des syndromes, des troubles de l'enfance, que j'acceptais pas le deuil, le fait d'être orpheline, d'avoir perdu mes parents, etc. et tout. Malgré ces réponses, les parents adoptifs commencent à croire leur fille. C'est la photocopie d'un papier que j'avais quand je suis arrivée en France, qui était autour de mon cou. Mes parents français ont demandé en fait à l'association s'ils pouvaient traduire en fait ce papier-là, parce qu'ils avaient compris que ce papier était important, parce que moi je leur ai dit, je savais plus le lire, mais je leur ai dit que c'était en fait toute ma vie. Les parents reçoivent une réponse quelques jours plus tard. D'après la traductrice mandatée par l'association, figure sur le papier l'adresse du foyer éthiopien où Saba a été placée, ainsi que les numéros de téléphone de travailleurs sociaux sur place. Le courrier précise enfin: il ne faut pas en tenir compte. Si vous le désirez, gardez-le. Mais sinon, vous pouvez le jeter. Car il ne faut pas qu'elle garde contact avec des personnes qu'elle ne reverra pas. Cette traduction s'avérera totalement erronée. En fait, la traduction, c'est juste l'adresse de mes parents biologiques, avec leur numéro de téléphone, du lieu de travail à mon père, chez mes parents, leur adresse, et voilà. Et ça, vous l'avez découvert bien plus tard? Bien plus tard, oui, bien plus tard. À l'époque, les parents adoptifs insistent pour que l'association déclenche une enquête sur place. Après 7 ans de démarche, les parents biologiques de Saba sont retrouvés à Addis Abeba. Mes parents adoptifs, ils étaient bouleversés. Vraiment bouleversés. Et ce qui a été le plus horrible pour eux, c'est d'attendre autant d'années pour savoir que je disais la vérité. C'est une manière, en fait, de vous forcer la main à pas croire votre enfant. Alors que vraiment, ils voulaient m'aider et que vraiment, ils voulaient vraiment que je sois heureuse. Et c'est horrible de faire vivre ça à des gens. L'année suivante, Saba retourne en Éthiopie et renoue avec sa famille. À son retour, sa mère adoptive contacte l'aide sociale à l'enfance pour dénoncer les pratiques de l'association. Aujourd'hui, une trentaine de familles estiment avoir été trompées. 3 d'entre elles ont décidé de porter plainte pour abus de confiance et escroquerie. Conseillée par l'avocat Antoine Vey, elle souhaite que la justice se penche sur les dysfonctionnements dans ces adoptions. Il y a eu trop de fraude et trop de falsification pour que ça soit juste une démarche qui était mal rodée. Mais voilà, il y a clairement un élément intentionnel dans la falsification. À quelle fin? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Est-ce que c'était pour faire adopter ces enfants qui, effectivement, étaient dans un climat de guerre extrêmement difficile? Ça dépend comment on regarde l'humanité. Mais a priori, on n'est pas là pour accuser des gens sans savoir et sans avoir recueilli leurs explications. Ce qu'il y a, c'est que les explications qui ont été données à tous ces plaignants jusqu'à présent, notamment au niveau de l'association, ne sont pas suffisantes pour leur apporter des réponses claires. En réaction à ces plaintes, un collectif de près de 140 familles s'est formé en soutien à l'association, qui, elle, nie toute intention malveillante. Enfant de reine de miséricorde, affirme même avoir été trompé par certains parents biologiques. Il se serait fait passer pour mort afin de faire adopter des enfants dont il ne pouvait plus s'occuper. Lorsque des mensonges ont été faits, ils étaient, dans tous les cas qu'on a pu identifier et dont on nous a parlé, pour lesquels il y a eu des témoignages, ça vient toujours de la famille d'origine. C'est au niveau de la famille d'origine, on a voulu rendre un enfant adoptable et si besoin était, on a menti, on a fait des fausses déclarations pour pouvoir rendre cet enfant adoptable. C'est le cas par exemple du père de Vincent, Amélie et Élise, ceux qui ont retrouvé leurs 2 sœurs biologiques après 19 ans de séparation. Il a trompé l'orphelinat en se faisant passer pour mort afin de pouvoir abandonner ses enfants. L'association dit avoir découvert ce type de mensonge en 2004. Elle aurait immédiatement arrêté de travailler avec 3 foyers qui auraient été complices.
Vous avez quand même décidé de continuer des adoptions, malgré tout? On a continué les adoptions, d'abord parce qu'on les a continuées. On a quand même constaté que c'est quand même un phénomène un peu ponctuel et local, hein, concernant quand même peut-être quelques dizaines d'enfants, mais ça restait local, dans un orphelinat, essentiellement dans un orphelinat, et que donc on a continué dans d'autres endroits, mais avec des règles de fonctionnement que l'on a voulu beaucoup plus strictes. On sentait de la part de nos partenaires un tel besoin de pouvoir confier des enfants à l'adoption parce qu'il n'y a pas de solution locale, que c'est quand même ça qui l'emporte, hein. En tout cas, il est très clair que ERM n'a été en aucun cas acteur, ni même complice d'une adoption illicite, puisque c'est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Malgré les précautions que l'association estime avoir prises, des irrégularités auraient pourtant continué après 2004. Stéphane et Nadège ont adopté Baya en 2007. Depuis, ils ont retrouvé sa mère biologique, qui elle aussi leur a juré n'avoir jamais consenti à l'adoption de sa fille. Pour le couple, l'association aurait continué à être négligente. L'association, donc Reine de Miséricorde, elle est reconnue par les autorités publiques françaises. Elle a un agrément. Donc, si vous voulez, c'est quand même bien elle qui est responsable des adoptions qu'elle fait. Donc, c'est à elle de vérifier si toute cette transparence, toute cette chaîne. Oui, du début à la fin. Voilà, pour à la fois garantir aux enfants qui sont adoptés et puis au couple, cette chaîne de transparence, je pense que ça me paraît, c'est élémentaire. Quand on a rencontré la maman de Baya, moi je me suis dit, mais enfin, je suis maman et en fait, c'est moi qui lui ai volé son enfant, presque. C'était le ressenti que j'avais. J'étais très mal à l'aise vis-à-vis de toute sa famille, en fait. Stéphane a fait partie du bureau de l'association. D'après lui, les motivations des dirigeants de l'époque ne seraient pas financières. Ils auraient été aveuglés par leur cause. Ils ont l'impression de faire du bien aux enfants, quelle que soit l'histoire de l'enfant. Donc, même s'ils occultent l'histoire de l'enfant, pour eux, ils font du bien. Et si vous regardez leurs témoignages, de toute façon, il y a beaucoup de misère en Éthiopie, donc à partir de là, si vous offrez une éducation, vous offrez une famille, à la limite, on s'en fiche de l'histoire de cet enfant, qu'il soit légalement ou pas adoptable, quoi. Donc ça, c'est aussi... Ça m'a choqué. Suite à notre tournage, l'association admet que 42 enfants adoptés ont retrouvé au moins un parent biologique, dont 11 après 2004, sur un total de plus de 1500 dossiers. Il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. L'Éthiopie a décidé d'interdire les adoptions à l'étranger il y a 3 ans. L'association Les Enfants de Reine de Miséricorde continue de clamer sa bonne foi.